Tu peux y aller comme tu peux, Emmanuel, hein. Ouais, c'est bon? Ouais. Allez, ça marche. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Bon, si vous Oui. m'entendez pas, vous me dites, hein. Je vais essayer de parler, distinctement. Donc merci à tous de vous être inscrits, au webinaire. Donc je vais vous proposer cette petite introduction à l'IVG, médicamenteuse, et notamment la toute première consultation de demande d'IVG, que vous pouvez recevoir dans vos cabinets. Alors juste pour faire un petit rappel, historique, je vais baisser ça, ça me gêne. Des dates clés, autour de la contraception et de l'IVG. Donc l'autorisation des contraceptifs, date seulement de 1967, la loi Veil pour l'autorisation de l'IVG de 75. Et ensuite, donc dans les évolutions, on a, le début des IVG médicamenteuses en 1988, un délit d'entrave à l'IVG qui est créé en 93. Ensuite, la loi Aubry qui allonge le délai, de l'IVG à 12 semaines de grossesse, donc 14 semaines d'aménorrhée. Et l'IVG médicamenteuse en ville, a été possible à partir de 2004, donc chez les gynécologues et les généralistes. Au début, jusqu'à donc 5 semaines de grossesse, donc 7 semaines d'aménorrhée. On va voir que ça a été un peu allongé là depuis le Covid. En 2013, la prise en charge est passée à 100%. En 2014, on a supprimé la notion de détresse, qui était inscrite dans la loi, pour, autoriser une patiente à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Donc dans les évolutions plus récentes, en 2016, donc loi de modernisation du système de santé pour faciliter l'accès des patientes à l'IVG. Donc c'est à partir de cette date que les sages-femmes ont pu pratiquer les IVG médicamenteuses à l'hôpital et en ville. Et on a supprimé aussi, dans cette loi, le délai minimal de réflexion d'1 semaine qui existait autrefois entre la demande de la patiente et la réalisation de l'acte. Donc on n'a plus du tout de délai de réflexion minimale. Ensuite, donc très récemment, la loi de 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement. Donc le délai légal qui a été porté à 16 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est pour les IVG, chirurgicales, bien sûr, en structure. On peut désormais faire des IVG médicamenteuses en téléconsultation, éventuellement complètement. Donc ça, c'est pour ça que j'avais proposé aux pharmaciens de participer au webinaire pour avoir un petit peu leur avis, sur ce sujet-là. Avec du coup, bon, on en parlera un peu après, mais possibilité pour que la patiente, aille chercher les médicaments de l'IVG directement en pharmacie, et les médicaments à ce moment-là ne sont plus remis au cours de la consultation. Cette loi, elle étend aussi la pratique des IVG chirurgicales aux sages-femmes dans les hôpitaux. Donc c'est en cours d'expérimentation dans les hôpitaux en France en ce moment. Sur l'hôpital d'Aubagne, il me semble qu'il y a 2 sages-femmes qui sont en train de se former pour, pouvoir pratiquer les IVG chirurgicales. Pour les IVG médicamenteuses en ville, donc avec le Covid-19, ils avaient, allongé pour, faciliter l'accès, aux IVG, jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée au lieu de 7 semaines, d'aménorrhée autrefois. Et ça a été prolongé je pense que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de grosses complications. Donc ils ont prolongé cette, possibilité depuis le Covid pour, aller jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. On a quand même des IVG qui sont un peu plus, lourde, entre 7 et 9 semaines d'aménorrhée, hein. On est quand même sur des grossesses, nettement plus avancées, ça se sent bien dans le vécu des patientes. On a supprimé le délai de réflexion de 2 jours qui était imposé, après un entretien psychosocial avec la conseillère conjugale et familiale, qui était autrefois imposé, une fois qu'on avait fait cet entretien. Donc ce délai-là a été supprimé. Et cette loi précise aussi dans le code de la santé publique que le pharmacien refusant la délivrance d'un contraceptif en urgence sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles. Voilà, une petite diapo sur les pourcentages d'IVG médicamenteuses vs chirurgicales. Donc on a quand même, depuis, ces IVG médicamenteuses, ça permet quand même d'éviter pas mal de blocs, 57% d'IVG médicamenteuses et seulement 15% des IVG qui se font en ville.
et 1 seul pourcent pour les centres, les CPEF. Je crois que j'ai mal tapé, c'est CPEF. Centre de planification et d'éducation familiale. Alors, les différentes étapes, pour l'IVG, médicamenteuse. Donc la première consultation d'information pour la demande d'IVG que vous pouvez, réaliser, dans vos cabinets, sans pratiquer les IVG médicamenteuses par la suite. Une consultation conjugale facultative, obligatoire pour les mineurs. Ensuite, une consultation avec le bilan initial et le recueil du consentement et ensuite une deuxième consultation, souvent on les fait en même temps ces 2 consultations-là, pour l'administration du premier médicament, la mifepristone, la mifégine. Un deuxième date où, on va donner la prostaglandine, le misoprostol, Miso-One, qui est généralement pris, par la patiente donc à domicile, et la consultation de contrôle 2 à 3 semaines après, l'IVG médicamenteuse pour vérifier que la méthode a été efficace. Donc l'IVG médicamenteuse repose sur l'association séquentielle mifégine-J-Miso ou Miso-One, jusqu'à donc 63 jours d'aménorrhée, si on compte en jours, 9 semaines d'aménorrhée. Alors, la consultation préalable d'information que vous pouvez faire donc, avant de l'adresser pour l'IVG médicamenteuse. Donc, il faut donner une information orale et écrite sur les méthodes et les risques des 2 façons de faire l'IVG, médicamenteuse et chirurgicale, donc je vais le détailler après. Il y a un dossier guide du ministère qui est très bien fait, très complet et qui est en cours de correction suite à la nouvelle loi. Donc là, pour l'instant, ils sont, en rupture, enfin, ils n'envoient plus l'ancien guide, il faut qu'on attende les prochains guides. On les trouve aussi facilement sur internet, donc si je les ai pas on peut les commander auprès de l'ARS. Là, en ce moment, ils ne veulent pas m'en envoyer, mais du coup, je donne l'ancienne, version, que je trouve sur internet. Information sur la consultation en conseil conjugal et familial. Donc, elle n'est pas obligée de faire cette consultation, mais on est obligé de la proposer. Et pour la femme mineure, donc, c'est obligatoire. Information sur la contraception. Et là, éventuellement, si la patiente part sur le choix de l'implant contraceptif comme méthode de contraception à suivre après l'IVG, vous pouvez le prescrire en amont, puisque si le praticien qui fait l'IVG donne les médicaments dès le premier rendez-vous, puisque tout aurait été fait en amont, on peut poser l'implant dès le jour de la prise de mifepristone. Après, pour les autres moyens de contraception, il n'y a pas d'urgence, on peut le prescrire nous en consultation par la suite. Le stérilet, ça sera 2 à 3 semaines après l'IVG, donc de toute façon, il n'y a pas plus d'urgence. Mais c'est vrai que l'implant, ça peut éviter de faire revenir la patiente exprès. Si elle est décidée pour l'implant, on peut lui poser le jour de la prise de la mifé. Donc les informations à lui donner sur les 2 méthodes. L'IVG instrumentale, donc jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, ça consiste aspiration du contenu de l'utérus après dilatation du col. Ça peut se faire sous anesthésie locale ou générale. Ça se passe au bloc avec une hospitalisation en ambulatoire. Les complications sont très rares, l'hémorragie et la perforation, et l'efficacité est de l'ordre de 99,7%. L'IVG médicamenteuse, donc ça va être jusqu'à 9 semaines en cabinet, ou en CPEF ou en établissement de santé. Elles peuvent tout à fait le faire, soit en étant hospitalisées en ambulatoire, soit, passer par l'hôpital pour le faire à domicile aussi. Donc 2 médicaments mifepristone qui interrompt la grossesse et le misoprostol qui va provoquer les contractions de l'expulsion de l'œuf. Alors ça va nécessiter une bonne compréhension des explications et l'acceptation des contraintes. Il y a plusieurs consultations. Quelquefois, elles sont très pressées, elles voudraient, arriver, que je leur, donne la pilule, sans même quelquefois faire d'interrogatoire médical. Il y a beaucoup de contraintes, enfin, il faut respecter ces contraintes-là. Il y a un bilan, il y a une écho éventuellement, en général on fait une écho. Il faut que je détaille après, il faut qu'il y ait un accompagnant, le jour où elles prennent le médicament à la maison, donc il faut qu'il soit, vraiment disponible. Il y a des patientes qui pensent qu'elles vont pouvoir prendre le comprimé, tout en travaillant, par exemple, ou qu'elles peuvent appeler quelqu'un au dernier moment s'il y avait une complication. Il faut absolument que l'accompagnant soit présent au domicile pour pouvoir, emmener la patiente en urgence, s'il y avait une complication, suite à la prise du misoprostol. Dans les contraintes aussi, il y a le trajet domicile-établissement qui doit être de moins d'1 heure, pour éviter les complications avec un trajet trop long. On peut faire un arrêt de travail de 4 jours.
Elles visent assez souvent des jours de week-end, en fait, par praticité. Quelquefois, elles veulent pas informer l'employeur. Quelquefois, c'est pour que le mari soit là facilement aussi, parce qu'il faut qu'elle soit arrêtée, mais il faut que le mari soit présent, enfin, ou quelqu'un, un accompagnant soit présent. Donc c'est pas rare qu'on calcule pour que la prise du misoprostol à domicile tombe sur le week-end. Sur les douleurs, bien les informer que c'est des douleurs de règles parfois, plus fortes, hein, que des douleurs de règles. Alors on prescrit des antalgiques, costauds, hein, on met, des anti-inflammatoires, la lamaline si elles sont pas allergiques. Heu, je suis pas trop inquiète pour les mamans, enfin pour les patientes qui ont déjà des enfants, qui ont déjà accouché. Heu, les patientes qui ont jamais eu d'enfants, elles sont souvent quand même un peu surprises par la douleur, donc j'insiste un petit peu lourdement, qu'elles s'attendent quand même à, bah, ça dépend aussi du terme bien sûr, hein, 5 semaines, c'est pas la même qu'à 8 semaines et demie, hein, mais c'est vrai qu'à 8 semaines et demie, faut bien les prévenir que ça peut être douloureux, ça peut être une raison de préférer l'IVG, chirurgicale plutôt que l'IVG médicamenteuse pour éviter, ces douleurs-là, si elles se sentent pas de les vivre toutes seules à la maison quand même, hein, c'est pas rien. Donc les saignements se produisent soit immédiatement dans les 4 heures qui suivent la prise du misoprostol, hein, dans la une grosse moitié des cas, et quelquefois c'est plus tardivement dans les 24 à 72 heures. Ça peut arriver, un peu sur le tard. Il y a des patientes, qui saignent un petit peu, puis finalement c'est le jour où elles reprennent le travail qu'elles vont expulser à la reprise du travail, c'est déjà arrivé. Donc voilà, les prévenir, que ça peut être un peu retardé et que, c'est pas juste l'histoire d'une journée où on prend la miso et qu'après on est tranquille, c'est réglé. Quelquefois ça va durer, quelquefois ça va être un peu retardé. Elles saignent quand même assez longtemps, une quinzaine de jours. Dans les effets indésirables immédiats, dans la demi-heure qui suit, hein, c'est vraiment rapide, des douleurs, des saignements, les troubles digestifs, hein, nausées, vomissements, diarrhée, un petit fébricule qui peut arriver aussi au moment de la prise du miso. Avec une efficacité donc de 95, donc on a entre, voilà, 2 et 5 d'échecs, donc ça, il faut bien les prévenir aussi. Si ça fonctionne pas, évidemment, on pourra soit redonner, une deuxième cure de miso, dans ces cas-là, c'est l'hôpital qui va gérer les suites, soit éventuellement finir, par faire une IVG instrumentale en deuxième intention si la méthode n'a pas fonctionné. Donc voilà, un petit rappel sur les taux de complications, un tout petit peu plus, d'infection, sur les IVG, chirurgicales, à peine. L'hémorragie, dans 1 des cas seulement, avec une nécessité de transfusion dans 0,1 des cas. Les douleurs abdominales et le malaise très rare. Alors sur le bilan à prescrire aux patientes qui viennent vous voir pour, une demande d'IVG, parce que souvent elles arrivent avec un résultat de bêta seulement, et c'est un petit peu court parce que du coup, qu'elles retournent au labo. Donc un bilan de coag, NF-TP-TCA. Alors le bilan de coag, il est pas dans les textes, il est pas obligatoire dans les textes, c'est demandé par l'hôpital d'Aubagne dans la convention que j'ai signée avec eux, et j'avoue que je préfère, avoir ce bilan de coag. C'est arrivé quand même de temps en temps qu'on ait un bilan un petit peu perturbé. Dans ces cas-là, on prend un avis hémato et l'IVG, elle se déroule, à l'hôpital, éventuellement quand même par voie médicamenteuse, mais hospitalisée et pas à domicile. Le groupe Rhésus, bien sûr, pour, éventuellement faire l'Eurofilac. Si elles connaissent leur groupe, il nous faut absolument un résultat papier. Hein, quelquefois, elles le savent, elles vont me le dire, mais moi, il me faut absolument un papier, donc ne pas hésiter à le represcrire. Et les RAI, on en aura besoin que sur un Rhésus négatif, c'est pas la peine sur un Rhésus positif. Si on ne sait pas, on les prescrit, et si on a un groupe écrit, avec un Rhésus positif, c'est pas la peine de refaire, groupe et RAI, sachant que c'est ça qui nous prend le plus de temps au labo. Les bêta et le bilan de coag, on l'a en 24 heures, quoi, hein. Et selon les facteurs de risque, selon le la situation qui a amené à la grossesse non prévue, éventuellement, penser à faire le bilan, IST avec le chlamydier. Le code facturation, c'est pour la prise en charge à 100 au niveau du labo, le code FPV. Alors je parle, je ne sais pas s'il y a des questions, on fera toutes les questions à la fin peut-être? Mmh. Je me sens un peu seule là du coup, mais je continue à parler. Alors, l'échographie de datation et de localisation, donc c'est pour éliminer une grossesse extra-utérine. Donc ça non plus, ça fait pas partie des obligations, dans la loi. J'avoue que c'est un peu compliqué, sachant qu'on a quand même un accès aux échographies assez facile, de s'en passer. Une fois,
Bon, voilà, je continue à les prescrire en systématique. Peut-être qu'on pourrait s'en passer sur l'interrogatoire et l'examen clinique, mais bon, j'avoue que c'est quand même un peu confortable d'avoir l'écho avec une datation précise. La prescription d'antiémétiques aussi à penser, alors pour leur confort, hein, si elle est nauséeuse, mais aussi pour éviter de vomir la mifégine quand je la recevrai au cabinet pour lui remettre. Et aussi, si vous connaissez le groupe sanguin Rhésus négatif, prescrire le Rofeelac 200 qui sera injecté là aussi lors de la première consultation, enfin de la consultation avec la prise de la mifégine. Les spécificités chez la jeune femme mineure, donc la demande doit émaner de la patiente seule, c'est-à-dire qu'elle va être accompagnée, mais il faudra la recevoir seule sans la présence de l'autre personne pour avoir la confirmation que c'est bien son choix et qu'elle n'est pas poussée à faire une interruption de grossesse alors qu'elle ne le souhaite pas. Si possible, alors si on a le consentement des parents, c'est le plus simple. Si on n'a pas le consentement des parents, il faudra qu'elle soit accompagnée par une personne majeure de son choix. Heu, Ça en ville, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas été confrontée, c'est pas hyper confortable. Dans ces situations un petit peu tendues, j'orienterai si ça se présente, je pense vers l'hôpital. Et pareil pour l'anonymat et la gratuité totale de l'IVG. L'anonymat en ville, c'est compliqué, il nous faut un résultat de groupe, il faut c'est vraiment donc là aussi j'oriente, je pense que c'est possible, hein, mais voilà, j'oriente plutôt vers l'hôpital. Et la consultation donc psychosociale avec une conseillère conjugale et familiale est obligatoire pour la mineure. Alors, les contre-indications à l'IVG médicamenteuse. Donc, l'anémie, hein, si on part de trop bas, on ne va pas prendre le risque qu'elle fasse son hémorragie à la maison. Éventuellement, ça sera peut-être accepté par l'hôpital, mais en ambulatoire et pas à domicile. Les troubles de la coagulation, s'ils sont connus, s'il y a un traitement anticoagulant, bien sûr, l'antécédent d'hémorragie de la délivrance, on va se méfier. Là aussi, j'oriente vers l'hôpital. Insuffisance rénale ou hépatite sévère, c'est rare chez nos patientes jeunes. Un asthme corticodépendant, enfin sévère, hein, pas sur les asthmes légers, mais les prostaglandines de la misoprostol peuvent provoquer des crises d'asthme. La grossesse ectopique, donc extra-utérine, la méthode sera inefficace. La grossesse arrêtée, on n'est plus dans le cadre de l'IVG, donc même si les traitements, enfin les médicaments sont quasiment, le protocole est quasiment le même, mais c'est plus dans l'ordre de l'IVG faite en ville, donc on ne peut pas lui donner les médicaments. Et la grossesse surstérilée, donc là aussi, vous pouvez avoir un rôle peut-être pour réagir au plus tôt, parce qu'en fait, une grossesse surstérilée, si on voit encore les fils et que l'ablation du stérilet est possible, il faut, si possible, le retirer le plus vite possible. Parce que ce stérilet va remonter avec la grossesse qui évolue, l'utérus qui augmente de volume, les fils vont disparaître dans peu de temps. Donc, si on les voit, il y a peut-être une petite urgence à vite retirer les fils pour permettre, si c'est le souhait de la patiente, de rester sur une IVG médicamenteuse plutôt que chirurgicale, hein. Si on ne peut pas retirer le stérilet, on part forcément sur une IVG chirurgicale. Ce ne sont pas des contre-indications à l'IVG médicamenteuse, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, l'allaitement en cours, hein, il n'y a pas de contre-indication avec les médicaments. L'obésité, au contraire, si on peut éviter l'anesthésie générale, ça sera d'autant mieux. La grossesse gémellaire, ça ne change rien. L'utérus cicatriciel, là aussi, on va préférer l'IVG médicamenteuse pour éviter de mettre des instruments alors qu'il y a une cicatrice utérine. L'utérus fibromateux, la malformation, l'hymen intact, voilà, sur des grossesses. Tout ça, ce ne sont pas des contre-indications à l'IVG médicamenteuse. Alors, je vous parle un tout petit peu donc de la demande d'IVG ultra précoce, c'est-à-dire que quelquefois, on a des patientes qui sont tout à fait bien réglées, qui connaissent exactement leur cycle, qui se rendent compte de la grossesse avant même le retard de règles, hein, ça arrive, et qui font un test de grossesse à 12 heures de retard de règles, et qui savent très très vite qu'elles sont enceintes. Donc, dans ces cas-là, on ne verra rien à l'écho avant 5 semaines et demie d'aménorrhée. De toute façon, on n'aura pas de sac gestationnel à l'écho. Donc, on ne pourra de toute façon pas confirmer la grossesse intra-utérine. Donc, on peut réaliser une IVG sans échographie de datation
si la dame comprend bien les informations qu'on va lui donner. Donc, on parle de GLI, grossesse de localisation indéterminée. On lui explique bien que si c'était une grossesse extra-utérine, la méthode ne serait pas efficace. Donc, de toute façon, la grossesse évoluerait, elle finirait par avoir des douleurs, des saignements, qu'elle soit attentive à ces signes-là. On va faire un dosage précoce du taux de bêta-HCG en post-IVG. Au bout de quelques jours, au lieu de 2 à 3 semaines, on va faire 3-4 jours après un taux de bêta pour vérifier que ça commence à chuter. Et voilà, on va la suivre de près. Mais c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des demandes comme ça très précoces avec des patientes qui sont absolument certaines de vouloir interrompre leur grossesse, qui n'ont pas besoin de temps, qui aussi ressentent que c'est un peu plus facile finalement de prendre cette décision à 4-5 semaines où elles ont bien conscience que c'est quelques cellules et que c'est pas encore vraiment un embryon et que pour elles, c'est d'autant plus facile voilà, d'enclencher sur une demande d'IVG et de la vivre le mieux possible. Elles n'ont pas envie d'attendre, elles n'ont pas besoin d'attendre. Enfin, leur demander d'attendre une semaine juste pour faire une écho, pour confirmer, ça n'a pas trop de sens à mon idée. Donc, voilà, je les suis sur ces demandes en les mettant bien en garde sur le risque de grossesse extra-utérine qui pourrait passer inaperçue, avec la surveillance qui va bien avec. Voilà. Quelques informations. Donc, les dossiers guides, ça, c'est l'ancienne version de 2022 qui va être réactualisée. Le numéro national anonyme et gratuit 0800 08 11 11, donc qui est vraiment un bon outil pour les patientes qui sont en recherche de praticiens. Après, là, maintenant, on commence à être nombreux. Alors, oui, je n'ai pas dit au début, sur le secteur, il y a Dr Johanna Hubner qui réalise les IVG et donc moi sur la Destrous. Après, sur Aubagne, il y a de nombreux médecins généralistes aussi et des sages-femmes qui font les IVG médicamenteuses. Et donc, voilà, sur les périodes de vacances notamment. En général, on est appelé par ces sites qui, au début des vacances, pour savoir justement si on travaille, quelles sont nos dates de congé, pour qu'eux, ils puissent orienter le plus efficacement possible vers les praticiens qui ne sont pas en congé. Voilà, et quelques sites internet où vous retrouverez des informations utiles autour de l'IVG, de la contraception. Et comme Sandra Purek est avec nous ce soir, je vais lui laisser la parole si elle veut donc, elle est conseillère conjugale familiale à l'hôpital d'Aubagne et maintenant en libéral sur la ville d'Aubagne. Et donc, Sandra, si tu veux dire quelques mots sur le rôle de la CCF dans l'IVG. Oui, Oui, donc ça y est, bonjour. Là, je suis là. On m'entend? Ah, tu es là, voilà, je te vois. Oui. Ah, j'ai réussi à mettre la vidéo et le son. Je suis très contente. Voilà. Donc déjà, je suis ravie. Merci beaucoup, Manu, parce que je suis ravie d'être là, parce que voilà, donc de pouvoir participer à cette réunion. Voilà. Et donc oui, moi je suis donc conseillère conjugale et familiale, et sage-femme. Mais là, c'est vraiment voilà, en tant que conseillère conjugale et familiale, bien sûr que j'interviens dans le cadre des IVG. Puisque je travaille, donc j'ai une double casquette à l'hôpital. Et oui, mon activité libérale aussi, là, qui démarre depuis peu. Mais à l'hôpital, donc je travaille pour le centre de planification et d'éducation familiale, puisque dans tous les centres de planification, vous trouverez une conseillère conjugale ou un conseiller conjugal. C'est le corps de métier que vous trouvez dans tous les CPEF. Donc sur Aubagne, en fait, il y a 2 centres et donc nous sommes 2 conseillères conjugales et familiales. Il y a Sandrine Janzac et moi. Je vois une main levée. Manu. Oui, allez, Nathalie. c'est moi, mais j'interviendrai après. Je vous laisse parler, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Donc voilà, donc en fait sur Aubagne, vous avez 2 conseillères conjugales et familiales que vous pouvez solliciter dans le cadre du parcours IVG. Évidemment, donc, comme c'est un entretien psychosocial qui est à proposer à chaque femme qui se pose la question d'interrompre ou pas sa grossesse, il faut savoir que sur Aubagne, du lundi au vendredi, elles ont la possibilité d'être reçues, parce que moi, je travaille du lundi au jeudi et j'ai 2 vacations dédiées au centre de planification, mais s'il y a besoin de recevoir notamment une mineure, je peux toujours faire de la place. Et Sandrine Janzac travaille pas le mercredi, mais tous les autres jours de la semaine. Donc,
Voilà. Je ne sais pas si vous, dans votre secteur, vous adresserez forcément Aubagne, au centre de planification. Vous allez peut-être Je avoir, ne je ne sais connais pas pas des si plus vous, proches. Hein. Gardanne, Je connais pas des plus proches qu'Aubagne, je crois pas. il y a une- Je peux vous faire parvenir, c'est le numéro de la PMI. Je peux vous donner le numéro directement du bureau de Sandrine Janzac aussi. Et pour moi, il faut passer par le secrétariat de l'hôpital. En sachant que le lundi après-midi, le mercredi matin, je reçois 100 rendez-vous. Mais vous pouvez toujours faire une liaison. Et pour Sandrine, il faut appeler, mais elle a la possibilité aussi de recevoir facilement. Donc, pour l'entretien psychosocial, la seule chose que je peux vous dire, c'est que conseillère conjugale et familiale, je ne sais pas si vous connaissez, mais on tient le conseil. Donc, on fait du counseling. Donc, c'est une approche humaniste qui a été créée par Carl Rogers. Et grâce à une écoute active, l'empathie, un regard positif inconditionnel, on permet aux gens de trouver leur solution à leurs problématiques et aussi à évidemment exprimer leurs émotions et y voir un peu plus clair. Donc parfois, dans des cas d'ambivalence, ça peut être intéressant évidemment de pouvoir avoir un entretien qui ne fera pas toujours des miracles, mais qui permet de semer la petite graine. Et voilà, parfois, il faut revoir les personnes 2 fois, 3 fois. Elles ont le temps de prendre leurs décisions. Et puis, on est là aussi pour accompagner en post-IVG. Voilà, elles peuvent revenir pour aborder un petit peu le comment c'est pour elles à ce moment-là, puisqu'il y a parfois des processus de deuil, évidemment, qui sont accompagnés. Et voilà, on a un boulot d'orientation, donc on travaille avec les psychologues et les personnes adaptées quand nos compétences sont dépassées. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ma pratique. Merci. Après.